Bonjour, et notre invitée ce matin sur LCI, c'est vous. Bonjour, Madame Inna Shevchenko. Bonjour. Vous êtes ukrainienne, réfugiée en France depuis en fait une petite dizaine d'années, militante féministe à l'origine des Femen. Votre famille, une partie de votre famille est toujours à Kherson. Dans les environs, on va parler de Kherson et ce qui s'y passe. Il y a de rares bonnes nouvelles en Ukraine, comme par exemple cette évacuation dont on a vu les images ce matin sur LCI, l'évacuation de l'usine d'Azovstal à Mariupol depuis samedi soir. Ça aussi, on va évidemment y revenir, pardon. Mais Ina, nous sommes au 68e jour de guerre. C'est la 10e semaine de guerre subie par les Ukrainiens. D'après ce que vous recevez comme information, quel est l'état d'esprit des Ukrainiens, le moral des Ukrainiens, si on peut dire? Vous savez, depuis février 24, je suis y revenir, pardon. Mais Ina, nous sommes au 68e jour de guerre. C'est la 10e semaine de guerre subie par les Ukrainiens. D'après ce que vous recevez comme information, quel est l'état d'esprit des Ukrainiens, le moral des Ukrainiens, si on peut dire? Vous savez, depuis février 24, je suis désillusionnée par beaucoup de choses. Mais je ne suis pas désillusionnée par une seule chose, c'est la résistance des Ukrainiens et le pouvoir des gens. Des gens qui subissent des atrocités, une guerre extrêmement violente. Parce que cette guerre, c'est une guerre, c'est la question d'existence même de l'Ukraine et des Ukrainiens. Les Ukrainiens ne peuvent pas lâcher, ne peuvent pas arrêter de résister. Les Ukrainiens ne peuvent que gagner. On verra tout à l'heure. Mais votre ville natale, vous êtes originaire de Kherson. Kherson, on va voir la carte. Oui. C'est au sud-est de l'Ukraine. C'est une ville importante parce que c'est une ville que les Russes ont prise dès le début, très très rapidement. D'abord, est-ce que vous avez des nouvelles de votre famille là-bas? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a de l'alimentation qui vient? Est-ce que les militaires russes ont pris totalement possession de la ville? Quel est le statut de Kherson aujourd'hui? Alors, il y a 2 jours, les Russes ont coupé entièrement la connexion mobile et Internet dans la région entière, dans la ville et dans la région entière de Kherson. Depuis 2 jours, nous ne savons pas ce qui se passe. Y revenir, pardon. Mais Ina, nous sommes au 68e jour de guerre. C'est la 10e semaine de guerre subie par les Ukrainiens. D'après ce que vous recevez comme information, quel est l'état d'esprit des Ukrainiens, le moral des Ukrainiens, si on peut dire? Vous savez, depuis février 24, je suis Les Russes à Kherson, ils font flotter le drapeau russe à la place du drapeau Oui, ukrainien. oui, ils remplacent le drapeau, ils installent même les monuments de Lénine dans les places principales dans la ville. Mais ils sont pro-russes à Kherson, les Ukrainiens? Comment Alors, ils réagissent? encore une fois, c'est un mythe que la Russie, justement, a réussi de répandre sur le territoire ukrainien dans l'Est et dans le Sud. Kherson, la région de Kherson, c'est une des régions russophones, ce qui est une conséquence directe de la suppression de la langue ukrainienne historique par la Russie. Aujourd'hui, justement, la résistance dans la région face à l'occupation est tellement importante, tellement immense que les Russes ne parviennent même pas de mettre en place leur fameux référendum pour installer, encore une fois, pour proclamer dans la région de Kherson l'annexion. Donc, la résistance est tellement immense. Nous avons vu les manifestations à Kherson contre les occupants. Les gens font face à l'armée russe avec des armes, justement, les soldats avec des armes. Donc, il y a des combats à Kherson. Bien sûr, absolument. Et vous dites depuis 48 heures, il n'y a plus beaucoup de liaisons possibles, Internet s'est coupé. Oui, mais je veux être claire aussi sur ce qui se passe. Je pense qu'on ne parle pas assez parce qu'on n'a pas d'image. Vous vous souvenez ce qu'on a découvert, le monde a découvert dans la région de Kiev après la libération? Vous vous souvenez de Boutcha? Les massacres de Boutcha. Ce qui se passe aujourd'hui dans le sud et dans l'est de l'Ukraine, il y a beaucoup de Boutcha là-bas. Les villages entiers
les villes, les civils sont terrorisés, enlevés, torturés, violés. Ça se passe aujourd'hui, maintenant, dans le sud et dans l'est de l'Ukraine. Dans le sud. Sur le territoire occupé, sous le contrôle dans le Donbass, dans le sud. Oui, et dans la région de Kherson. À Mariupol, par exemple, aussi. Oui, vous parlez de crimes de guerre, c'est-à-dire ce qu'on a vu effectivement à Boutcha, des hommes ligotés, exécutés, des femmes violées. Ça, c'est un sujet, évidemment, Inna Shevchenko, que vous connaissez bien aussi, parce que vous êtes érigée en défenseuse des, si je puis dire, des femmes. Les femmes, pour les Russes, pour les soldats russes, pour l'armée russe, est-ce que c'est officiellement une proie? Je pense que l'Ukraine aussi est vue presque comme une femme qu'on doit violer, qu'on veut violer, qu'on veut agresser. Soumettre sans le consentement. Donc l'agresseur, la Russie, attaque l'Ukraine en utilisant la langue féministe, si vous voulez. Je vois l'Ukraine en tant que la représentation féminine. Mais oui, les femmes et les enfants sont les cibles de l'armée russe, de la Russie, parce que justement, ce qu'ils essayent de faire, c'est ils essayent de détruire tout le chance pour l'Ukraine à avoir un avenir. Un avenir représenté justement par les femmes et les enfants. Et effectivement, le viol est une arme de guerre. Est-ce que la hiérarchie militaire russe encourage le viol des femmes? Est-ce que vous le savez, ça, ou pas? Alors, je ne peux pas dire très clairement, faire la référence à une déclaration particulière, mais on a entendu des appels entre les femmes et les soldats russes. Il y avait un appel particulier qui était partagé par les autorités ukrainiennes, où la femme de ce soldat, elle dit « tu peux violer les femmes ukrainiennes ». On l'a entendu sur LCI. Il faut se protéger. C'est marginal? C'est ce qu'on appelle une énorme bavure criminelle, ou est-ce que c'est au-delà? Je peux parler des cas de viol, des cas des femmes violées, des enfants violés. On voit que ce n'est pas marginal. On voit que c'est délibéré. Le viol est utilisé délibérément en tant qu'arme contre les Ukrainiens. Malgré ce contexte que vous décrivez, vous dites qu'il y a beaucoup de Boutcha en Ukraine dont on ne parle pas encore. La résilience ukrainienne est très impressionnante parce que, par exemple, à Kiev, on a vu des habitants revenir, tenter de reprendre une vie autant que possible. Est-ce que ça vous impressionne? Et surtout, où puissent-ils cette force, les Ukrainiens, de revenir ainsi et de tenter de revivre, pas normalement, mais malgré tout plutôt? Il y a les Ukrainiens qui reviennent. Et il y a les Ukrainiens qui choisissent de rester parce qu'ils veulent rester chez eux, ils veulent rester à l'Ukraine, protéger leur maison, leur famille et leur pays. Vous savez, le monde entier est témoin de cette guerre, de ces crimes. Les Ukrainiens souffrent et ils payent un prix le plus fort, le prix le plus fort possible en fait, pour leur existence même. Pour leur désir d'avoir ce pays, de protéger leur nation, de protéger leur droit à l'existence, de protéger justement leur indépendance de la Russie et leur désir pour un avenir démocratique européen. D'où ça vient? Vous savez, cette guerre, pour beaucoup d'entre nous, c'est une guerre qu'on la comprend et on la connaît. Cette guerre dure depuis des décennies et même depuis beaucoup plus longtemps parce que, vous savez, ma grand-grand-mère a survécu la grande famine qui était mise en place par la Russie justement pour exterminer les Ukrainiens. Ma grand-mère a vécu la déportation forcée. Encore une fois, la région où je suis née, la région pro-russe, pas pro-russe, mais russophone, justement, dite pro-russe, parce qu'il était russophone, mais encore une fois, c'est une conséquence directe de la suppression de la culture, de la langue ukrainienne. Donc on comprend, on connaît cette guerre, elle dure depuis très longtemps, c'est une guerre historique
C'est des efforts historiques pour minimiser cette existence ukrainienne de détruire tout ce qui est ukrainien. Et on le voit, on voit ces efforts sur le terrain en Ukraine, sur le terrain de guerre, mais aussi on voit les efforts, on entend qu'en Russie, le Kremlin vient de interdire aux éditeurs des manuels scolaires de faire les références historiques à l'existence de l'Ukraine en tant qu'État. Effacer l'Ukraine comme ils effacent, vous dites-vous, des traces de présence ukrainienne à Kherson, votre ville natale. Votre sœur, d'ailleurs, je signale au passage que toutes les semaines, vous publiez une tribune dans le magazine Elle, qui vous accueille évidemment. Et votre sœur a pu quitter le pays. C'est facile de quitter l'Ukraine aujourd'hui ? Je le dis que les gens qui essaient de quitter les territoires occupés, comme Kherson, comme la région de Kherson, ils doivent jouer la roulette russe. Parce que quitter l'Ukraine, c'est jouer à la roulette russe. Exactement. Pourquoi ? Parce que, justement, c'est prendre le risque c'est prendre le risque d'être tué, justement, sur le chemin. Parce qu'il y avait des cas, et il y a des cas où les civils sont juste tirés dessus. Les familles entières sont abattues dans leur voiture familiale alors qu'ils essayent de se sauver. C'est la réalité. Elle a pris le risque. Elle a pris le risque pour sauver son enfant, comme beaucoup de femmes. Et elle a réussi. Elle a réussi, heureusement. Est-ce que les Ukrainiens vont gagner la guerre ? Depuis février 24, je suis désillusionnée par beaucoup de choses, encore une fois, par l'Occident commun, pas par le pouvoir, mais par le courage de l'Occident commun que je questionne. Je suis désillusionnée par les institutions de sécurité, de défense, par les institutions démocratiques, dont l'ONU. Je ne suis pas désillusionnée par les Ukrainiens, mais si on parle d'une victoire possible, elle n'est pas seulement possible, elle est nécessaire, elle est absolument nécessaire. Il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres possibilités, mais je veux préciser qu'aucune victoire va être ressentie en tant que telle. Mais justement, c'est ma question. Gagner, ça veut dire quoi ? Gagner pour les Ukrainiens, ça veut dire que la guerre s'arrête, ça veut dire de retrouver le Donbass, ça veut dire de retrouver la souveraineté sur la Crimée, ou c'est juste que les Russes arrêtent de tuer des Ukrainiens jour après jour ? La victoire de cette guerre, c'est de préserver l'Ukraine, de sauver l'Ukraine en tant qu'État qui doit continuer à exister. Démocratie, donc pas de démocratie, bien sûr. Pouvoir fantoche. C'est de préserver les drapeaux ukrainiens sur chaque bâtiment. C'est de préserver la culture, la langue ukrainienne. C'est de sauver justement cette population, les civils, la nation entière. Mais encore une fois, aucune victoire va être ressentie en tant que telle, parce que comment voulez-vous qu'on ressent une victoire alors qu'ils violent les femmes devant leurs enfants, ils violent les enfants devant leur mère. Nous ne pouvons pas célébrer la victoire, nous pouvons justement célébrer la défaite de la Russie. C'est ce que nous voulons, c'est ce que les Ukrainiens vont atteindre. Nous voulons voir la défaite de la Russie. Et est-ce que la défaite de la Russie, ça passe par l'hypothèse de reconnaître le Donbass comme un territoire russe ? Il y a certains Occidentaux qui disent à Volodymyr Zelensky, bon, cédez le Donbass pour que tout s'arrête enfin. Est-ce que vous êtes sur cette ligne ? Ce sont ceux qui ont cédé la Crimée en 2014 pour préserver la paix, pour préserver le territoire ukrainien. Et donc nous voyons où nous sommes arrivés. Chaque fois, ça n'arrêterait pas Poutine, c'est ça que vous dites. À chaque fois que nous allons trouver nous voulons trouver des accords avec Vladimir Poutine après chaque agression, nous donnons encore une fois le feu vert à la nouvelle guerre. Aujourd'hui, si l'Ukraine va tomber, demain, peut-être la Moldavie va tomber. Nous voyons déjà que l'ombre de la guerre tombe sur la Moldavie. Ça n'arrêtera pas Poutine, c'est exactement. La défaite de la Russie est non seulement nécessaire et importante pour l'Ukraine, mais pour l'Europe entière. Tous ceux qui parlent aujourd'hui
ils essaient de crier que nous devons arrêter d'envoyer les armes à l'Ukraine, que nous devons chercher le chemin, C'est ce chercher qu'a la dit Jordan paix. Bardella, par exemple, hier, du Rassemblement national. Il n'est pas contre l'intensification des livraisons d'armes à l'Ukraine. Alors, ce qu'ils disent, qu'ils veulent chercher la paix par le dialogue avec Vladimir Poutine. Mais personne d'entre eux, ils ne parlent pas comment exactement, comment précisément. Ils veulent inviter Vladimir Poutine pour s'asseoir et parler de la paix et justement se décider à avoir ce paix. Parce que, pourquoi ils ne parlent pas de ça? Parce que ça signifie de céder, de laisser l'Ukraine tomber dans les mains de la Russie. Ça signifie que l'Occident va céder à Vladimir Poutine. Ça signifie de céder aux criminels de guerre. Ça signifie d'accepter les violations de la loi internationale. Ça signifie d'accepter que les pays, les États indépendants et souverains peuvent être attaqués, peuvent être agressés militairement. Et donc, ce qui ça signifie aussi pour chaque Français et Française dans ce pays, c'est que la guerre se rapproche vers vos maisons, vos propres maisons. Vous parliez tout à l'heure, vous disiez « je suis désillusionnée par un certain nombre de choses ». Et j'ai cru entendre une forme de lâcheté occidentale. Les sanctions sont insuffisantes. Les sanctions sont insuffisantes. Nous voyons aujourd'hui beaucoup d'efforts, bien sûr. Les sanctions sont inédites. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'aides livrées à l'Ukraine. Ce n'est pas suffisant. Parce que l'agression, cette guerre, cette agression de l'Ukraine, de la nation et de l'Europe est inédite. Donc la réponse doit être inédite. Je veux être très claire sur le fait que la Russie, Vladimir Poutine, la Russie, l'armée russe et la population russe qui soutient largement cette guerre sont responsables des crimes. Mais l'Occident est responsable de quelque chose qu'on peut considérer même le pire, comme pire que les crimes. L'Occident est responsable de commettre des erreurs qui ont enhardi les agresseurs, Vladimir Poutine et la Russie, de commettre les crimes. Donc ce que nous voulons voir aujourd'hui, nous voulons que l'Occident arrête de financer le régime de Vladimir Poutine, que l'Occident arrête d'accepter, de regarder, de laisser faire à Vladimir Poutine ces crimes de guerre. Et pour l'instant, c'est inopérant, dites-vous. De fait, en tout cas, ça n'a pas l'air facialement de l'affaiblir, puisque les bombardements continuent, même s'il n'a pas réussi à faire exactement ce qu'il voulait au départ. Volodymyr Zelensky est omniprésent. Il galvanise son peuple, il reçoit des délégations occidentales jour après jour. Il vous impressionne ? Je pense que Volodymyr Zelensky, peut-être il impressionne le monde entier parce que il se comporte justement comme un Ukrainien et une Ukrainienne moyenne. Parce qu'il est beaucoup plus proche du peuple. Il transmet justement ce courage du peuple. Mais oui, s'il m'impressionne, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de politiciens qui deviennent les clowns, justement ici. Mais là, en Ukraine, on voit un clown qui est devenu un leader véritable pour ce peuple. C'est important de se rendre à Kiev. On a vu Nancy Pelosi, évidemment la présidente du Parlement, la Chambre des représentants américains. Emmanuel Macron, un jour sans doute, ira à Kiev. C'est important pour les Ukrainiens ou c'est important surtout pour les Occidentaux de se montrer à Kiev ? Alors, ce qui est important, c'est de livrer des armes, c'est livrer d'aide. Ce qui est important, c'est de couper les liens avec la Russie, c'est de couper le financement du régime de Vladimir Poutine. Tout ça est important. S'ils doivent se rendre à Kiev pour le faire, tant mieux. Merci beaucoup, Inna Shevchenko. Vous êtes maman depuis peu. Vous avez un bébé, un petit bébé, un jeune bébé. Vous ne lui parlez pas de la guerre, j'imagine.
Non, mais je pense qu'elle ressent ce qui se passe aujourd'hui. Et justement, c'est comme une Ukrainienne, comme une maman. Je sais que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est une tentative d'effacer un peuple entier, mais c'est aussi une tentative de détruire une chance à avoir un avenir paisible, un avenir de paix pour le continent entier. Merci beaucoup. On espère qu'un jour vous pourrez retourner en Ukraine.